Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos débatteurs du jour, que l'on remercie ce lendemain de jour férié et de retour de vacances pour tout le monde. C'est terminé cette fois. Tout le monde est au boulot et ça se sent d'ailleurs sur les trajets un peu partout. On est en compagnie aujourd'hui d'Alexandra Spinner. Bonjour Alexandra, conseillère régionale LR d'Île-de-France et enseignante. Avec nous également, on est ravis de l'accueillir, Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour à tous, Bonjour. Mais je ne vous vois pas pour l'instant. On va se voir dans un instant, la technique va faire des merveilles dans une poignée de secondes et c'est fait. Bonjour Régis, avocat, auteur d'une justice politique aux éditions de l'Artilleur et membre de la rédaction de Front Populaire. Alex Darmon est là, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Super, journaliste politique, youtubeur avec votre chaîne Les Indécis, Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin, bonjour, chef d'entreprise. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de ce drapeau européen. Est-ce qu'il faut l'accrocher, le décrocher? Faut-il tous l'avoir au fronton de nos mairies? Le débat agite, mais du côté de la majorité, c'est un peu nouveau. La lutte contre la fraude fiscale. Le gouvernement, depuis hier, avec les déclarations de Gabriel Attal dans les colonnes du Monde, qui veut faire payer les ultra-riches, s'attaquer à la fraude et à l'optimisation fiscale. Alors, est-ce que c'est une véritable volonté? Est-ce qu'on peut y croire en sachant qu'il y aura un deuxième volet qui s'attaquera cette fois à la fraude sociale? Les commémorations du 8 mai, un petit peu d'air, c'était un peu compliqué pour Emmanuel Macron, un président qui a été coupé des Français. Est-ce que c'était une bonne stratégie pour éviter d'entendre les casseroles? Est-ce que c'était le moment aussi de manifester à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale? Et puis Marine Le Pen, qui est notre invitée ce matin dans la matinale avec Patrick Roger, peut-elle devenir présidente de la République? Est-ce que le match va se rejouer aussi avec les européennes qui se profilent, avec un duel attendu entre le camp d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen? Alors avec vous quatre, mes chers débatteurs, on va commencer avec vos coups de cœur ou vos coups de gueule de l'actualité. Honneur aux dames, Alexandra, c'est à vous. Avec un coup de gueule, vous vouliez revenir sur les justifications de Christophe Prudhomme, enfin en tous les cas sur un mouvement social autour des modèles que l'on présente dans la rue pour manifester. Oui, alors moi, mon coup de gueule... Bien devant votre micro. Pardon. Mon coup de gueule, ce sont les propos ignobles scandés par mon collègue à la région, et les filles, Christophe Prudhomme, qui s'est mêlé à la voix des tricoteuses. Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Alors, de telles dérives anti-républicaines ne sont pas acceptables. Hein, d'ailleurs, notre... Alexandra, mettez-vous bien devant le... Pardon, excusez-moi. Ouais, voilà. D'ailleurs, notre président de groupe à la région, Vincent Jeanbrun, a appelé à des sanctions contre lui. La rime est pauvre, mais j'ignorais qu'à LFI, on était pour le rétablissement de la peine de mort. Monsieur Prudhomme, comme Guillotin, est médecin de son état, ce qui, pour moi, rend ses propos encore plus choquants. Mmh. Qu'un élu ceinte son écharpe de conseiller régional, insulte et menace la personne du président de la République, c'est pas acceptable. Voilà. On peut être en désaccord, avoir des divergences résolues, et c'est mon cas, moi je suis élu LR, mais rien ne peut justifier ce genre de propos. Et ce Robespierre au petit pied montre en fait que LFI veut instaurer un climat de violence dans ce pays qui n'en a vraiment pas besoin. Et il s'inscrit dans une stratégie de LFI qui consiste à s'en prendre à toutes les institutions. C'est ça qui est le vrai problème de fond, il est là. Pas un mot sur les forces de l'ordre agressées, attaquées, brûlées, mais dénonciation d'hypothétiques violences policières qui certes peuvent exister, mais qui ne sont pas des violences systémiques. On peut pas dire que la police tue, comme le dit Monsieur Mélenchon. Dénaturation du débat parlementaire. N'oubliez quand même pas ce député qui avait le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, alors qu'un autre député le qualifier d'assassin, tentative de paralysie du Parlement pour ensuite expliquer que la démocratie n'est pas respectée, leçon donnée à tout le monde, mais M. Quatennens réintégré. Toutes les institutions qui sont un obstacle à la propagande et les filles sont mises à mal. Seule la parole du guide suprême compte. C'est plus une secte qu'un parti politique. Et ces gens qui donnent des leçons de démocratie, alors même que le fonctionnement de ce parti est opaque, est autoritaire, d'ailleurs certains commencent à s'en plaindre, c'est un vrai danger pour notre pays. Alors ils ont choisi évidemment le pire de la révolution de 89, c'est-à-dire le robespierrisme.
le régime de la terreur sont des coupeurs de tête. Et j'ai entendu les explications emberlificotées de M. Prudhomme, expliquant que c'était son rôle de tenir de tels propos. Alors la bêtise insiste toujours. Et il fut un temps où Badinter dénonçait la lepénisation des esprits. Je crois qu'il est absolument urgent de lutter contre la mélenchonisation des esprits. Alors, on va dire cette escalade verbale que l'on constate, hein, Alex, depuis... Toujours pas toujours, mais... en puissance depuis au moins 15 ans. Hein. Ouais. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est purement et simplement scandaleux de tenir des propos comme ça. Qu'on soit pas d'accord avec le président de la République, c'est bien normal. C'est ça aussi c'est le bagou de la démocratie, oui, voilà. C'est le débat. C'est bien normal. Maintenant, il y a le débat. Il y a le débat. Le débat, quand vous êtes élu de la République, il doit se tenir convenablement. Et là, c'est vrai que mais depuis 15 ans, mais même depuis 20 ans, vous avez une escalade de la violence dans l'hémicycle, sur le terrain. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Et ça, malheureusement, et moi je viens de là, hein, donc je vais pas prêcher pour ma paroisse, ça vient des réseaux sociaux. La parole s'est libérée. On peut dire ce qu'on veut en 180 caractères. Donc quand vous pouvez dire ce que vous voulez en 180 caractères, après, quand vous êtes dans la rue, vous avez plus de caractères, vous pouvez dire encore plus ce que vous voulez. Et là, effectivement, hier, ce qui est scandaleux, c'est que finalement, c'est aussi ça la magie de la télévision, c'est qu'ils sont 25 devant le siège de Renaissance. Hein. 25. Hein. Et vous voyez par l'image, on dirait qu'ils sont 250 ou 2500. Et donc, ça donne encore plus de relief à ces propos. Et c'est aussi ça qui est grave, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on montre, parce que vous savez, c'est une fuite en avant. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de monde, donc on peut dire n'importe quoi, et puis on continue, on dit n'importe quoi derrière. Et hier, le député de la France Insoumise, il dérape complètement, et après, il peut donner les explications. Elles sont scandaleuses, ces explications. Il s'est planté. Il s'est planté. Benjamin, et puis Régis, on va faire tourner la parole, parce que c'est quand même un fait important. Régis. Oui, c'est un fait important, et ça participe, comme vous le disiez, à la désacralisation, en fait, de tout ce qui peut représenter de près ou de loin la notion de citoyenneté. On reprochait à Emmanuel Macron de considérer les Français comme des agents économiques lors de son premier mandat, où finalement il ne leur parlait que d'argent. Je crois que finalement les Français s'y sont habitués, et la gauche, l'extrême gauche est rentrée dans le même pli, mais là pour le coup pour des raisons idéologiques. On désacralise le prof, on désacralise les prêtres, on désacralise la police, on crache sur la police, on dénonce des attitudes supposées de la police, et aujourd'hui c'est effectivement les institutions, y compris les ministres, y compris le président de la République. Bref, tout est fait pour casser toute notion de citoyenneté, tout lien en tant que Français entre le pays, les institutions et notre attitude individuelle. Et je crois que c'est extrêmement dangereux, et il prépare le terrain à une posture pré-révolutionnaire, soyons bien clairs. À partir du moment où on coupe les liens de toute notion d'autorité avec tout, et bien là, on a le terreau fertile pour justement aller plus loin dans la dangerosité. Régis, et pour moi, c'est une alerte quand même. Hein. Régis, on vous a pas entendu sur le sujet de parler, Alexandra. Attendez. Oui. Qui a coupé le lien? Qui a délégitimé l'action publique? Régis, on est d'accord sur le constat. Mais est-ce que donc vous allez justifier ces propos ignobles? Non. Mais voilà, ça y est, j'ai à peine commencé que voilà. Vas-y, camarade, lâche-toi. Je veux dire, attention. On peut débattre. Je vais critiquer durement LFI. Ce sont des pitres. Voilà, c'est clair? Ok, d'accord. Ensuite, on veut les diaboliser en disant ils sont robespierristes, ils vont monter des guillotines. C'est pas sérieux non plus. Sur le fond, qui a délégitimé l'action publique? C'est Monsieur Affaire Alstom? C'est Monsieur Affaire McKinsey? C'est c'est Madame Schiappa, dont je vais parler. Attention, ça c'est une chose. Ça tombe pas du ciel, cette délégitimation, et c'est pas Monsieur Mélenchon qui surfe là-dessus, parce qu'il a pas grand-chose à dire. Et le reproche qu'on peut leur faire, l'élu n'a jamais à dire une chose pareille. C'est un slogan de rue, et le slogan de rue, c'est normal, ça existe, c'est des manifestations, ça fait partie de la liberté d'expression. Vous avez le droit de dire Macron en temps merde quand vous êtes dans la rue, sans être poursuivi, comme on vient de poursuivre et de condamner un homme de 77 ans. Alors moi je dis, il faut être sérieux et demander effectivement aux politiques de revenir à des modes d'action et d'expression qui soient ceux des représentants du peuple, qui, c'est vrai,
c'est LFI qui a transformé l'hémicycle en ZAD. C'est scandaleux. Ce sont les élus d'LFI qui viennent aux cérémonies officielles avec des jeans troués ou je ne sais quoi. Donc oui, là il y a un vrai problème. Hein, mais faut pas dire ils sont en train de nous faire la révolution, ils vont couper la tête à tout le monde. Je pense que ça n'est pas sérieux. Il faut combattre ce monsieur Prudhomme. Je n'avais pas entendu ce qu'il avait dit, hein, mais et le rappeler à l'ordre. J'espère que les électeurs le feront aussi, hein, mais il ne faut pas non plus saisir ce prétexte pour diaboliser. Parlons politique, faisons de la politique, ce sera plus intéressant. Et on va faire une pause, Alexandre, on va continuer, on va parler politique pendant 1 heure. De toute façon, tous les sujets nous y ramènent quasiment tous aujourd'hui. Encore une fois, on va s'arrêter un court instant sur Sud Radio, on se retrouve juste après ça, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et on est très heureux d'être avec vous ce matin et avec Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, enseignante, Régis de Castelnau, avocat, Alex Darmon, journaliste politique, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. On parlait des mots qui dérapent parfois chez nos politiques et ça donne lieu finalement à d'autres coups de cœur ou d'autres coups de gueule, Alex Darmon, ce matin, parce qu'on n'est pas sur la même ligne, mais... Non, mais on est un peu sur les mêmes personnages quand même. C'est des personnages publics, politiques. Voilà. Qui représentent quelque chose. Bah oui, Roselyne Bachelot qui avant-hier, pour parler du couronnement du roi Charles III qui avait lieu samedi, emploie des mots, moi j'ai vu ça en direct sur BFM TV, rien ne va dans cette séquence, hein. C'est-à-dire que les propos qu'elle emploie en parlant du roi, du nouveau roi et de la reine d'Angleterre, en parlant de gland, c'est ces mots, hein. Sur le balcon à Londres, en disant que c'est pas les cocus parce que c'est eux qu'on fait cocu leur mari, et tout le monde s'en amuse sur le plateau, alors que cette femme a été ministre de la Culture il y a encore quelques mois, hein, dans le gouvernement de Jean Castex. Moi je trouve ça scandaleux. Franchement, je veux bien qu'on puisse dire tout et n'importe quoi, ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes, pour pouvoir se faire remarquer. Moi, j'ai juste une réflexion. Est-ce que c'est pas finalement facile de s'en prendre au roi et à la reine d'Angleterre parce que c'est un sujet qui est un peu exotique? Non, mais ça peut être facile, mais vous pouvez... Non, mais je veux dire, ça peut être facile, mais pouvez-vous en prendre avec des arguments qui ont un intérêt. Dire, moi, je suis contre la monarchie. Moi, je ne comprends pas que des siècles après, on soit pas en république. Il y a des Anglais qui veulent une république. Bref, il peut y avoir un débat de fond. Oui. Mais de parler des oreilles du roi Charles III quand vous êtes Roselyne Bachelot, vous avez été ministre de la Culture de la France. Je trouve ça vraiment ridicule. C'est pitoyable. C'est-à-dire, excusez-moi, je pèse vraiment mes mots. Pourquoi elle parle comme ça alors qu'elle a, encore une fois, représenté la France à un très haut niveau, qu'elle avait été sans doute reçue par la reine d'Angleterre au moment où Nicolas Sarkozy, ça a vérifié, je ne suis pas sûr, au moment où Nicolas Sarkozy avait été en visite d'État là-bas en 2010, je crois. Bref, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas sa place, même si elle est sur un plateau de télévision et qu'on doit la rémunérer pour cela, ce n'est pas sa place de devoir tenir des propos comme ça sur des voisins, sur nos voisins anglais. Chacun fait comme il l'entend, chacun fait comme il veut. Alexandra? Oui, non, moi j'ai été très émue de voir la ferveur du peuple britannique. J'ai trouvé ça formidable. Assumons que nous avons trouvé ça formidable, c'était magnifique. Ce sont des images en plus qui incarnent un peu la permanence de la nation. Alors moi j'ai des choses à dire sur la monarchie. Je rappelle que nous sommes des citoyens. Et que les Britanniques sont des sujets. C'est quand même la différence fondamentale entre la monarchie et la République. Je préfère le Sénat à la Chambre des Pairs. Mais voilà, c'était magnifique. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'être fâché avec tous nos voisins? Et puis si on n'a pas envie de la regarder, on la regarde. Voilà, personne ne nous a obligés d'être devant nos écrans. C'est surtout BFM TV, pardonnez-moi, qui a dû déployer d'énormes moyens pour suivre en non-stop et qui a rempli l'antenne. Ils ont eu raison, apparemment, puisqu'ils ont fait une audience absolument spectaculaire. Régis, alors pas sur la monarchie, mais sur on revient sur les questions de Roselyne Bachelot qui fait une tirade. J'ai vu la séquence. J'ai vu la séquence. C'était horriblement gênant. C'était horriblement gênant. C'était lamentable. Moi, j'ai pas regardé le couronnement. Je sais pas si on l'a. Pardonnez-moi, Régis, mais je pose la question, Régis, si on la retrouve éventuellement, on pourrait la faire écouter. Mais sinon, on vous invite à aller la regarder à nouveau. Mais Régis, non, mais c'est horrible. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que Madame Bachelot, qui n'en est pas à son coup d'essai, qui est la vulgarité incarnée, qui se croit tout permis, qui a été ministre, on se demande pourquoi, quel intérêt il y a à l'inviter et lui demander son avis sur... Elle est chroniqueuse. Elle n'est pas invitée, elle est salariée. Oui, alors je savais pas, je connais pas la liste de chroniqueurs. Oui, justement, je maintiens. Comment peut-on donner un poste de chroniqueur à cette personne? Peut-être pour faire ça. Surpris de ce dérapage assez infect. Les Anglais font ce qu'ils veulent.
Hein. Moi, je suis pas tout à fait. Enfin, comment dire ? Je pense que la monarchie a été incarnée de façon remarquable par Élisabeth II. Hein. Elle a eu pendant toute ma vie, elle a eu un règne où elle a été parfaite, je trouve. Hein. Lui, pouf, bon. Mais ce sont les affaires des Anglais. On respecte ça, c'est la moindre des choses quand même. Hein. Et c'était lamentable. Et le titre, vous savez, le titre de le surtitre, le ridicule tue-t-il encore ou ne tue plus. Hein. Le ridicule ne tue pas et Madame Bachelot en est l'incarnation, quoi, et la preuve, parce que c'était lamentable. Je suis entièrement d'accord. J'aurais dû penser à prendre ça comme c'était lamentable. On va faire des matchs. Benjamin. Bah, moi, je ferai 10 secondes. J'ai regardé Stéphane Bern sur France Télé. C'était super et je crois que c'est la plus belle leçon. Oui. Voilà. Ça va faire un carton point de vue image du monde. Voilà, ça fait partie des choses que l'on. Alors, attendez, plus sérieusement, c'est une parenthèse enchantée. C'est une parenthèse. Voilà, c'est une parenthèse enchantée. J'entends Et en Régis. même temps, il y a de la diplomatie, parce que quand il vient, il y a quand même des choses qui se trament. C'est pas non plus. Observation. Moi, je trouve il y a une Régis, photo. oui. Juste une seconde. Il y a une photo où on voit Madame Middleton derrière la vitre du carrosse avec un peu de pluie. Elle est sublimissime. Je veux dire, c'est alors on va dire que je suis sexiste, mais rien que ça. Moi, j'ai pas regardé. J'insiste, mais cette photo, elle est extraordinaire. Mais Kate est magnifique. Oui, elle a une prestance, un charisme de folie, quoi. Mais la passion d'un peuple aussi profondément républicain pour la monarchie nous interroge. Je trouve que c'est très émouvant, mais ça nous interroge aussi, parce qu'en fait, c'est toute la permanence. En fait, c'est quelque chose qui a trait à un monde qui ne change pas. Qui rassure, du coup. Qui rassure. Et d'ailleurs, les Britanniques sont moins nostalgiques que les Français. Oui. Parce qu'ils peuvent se rattacher à quelque chose d'immuable. Ouais. Et c'est incarné dans cette monarchie. Absolument. Allez, on continue d'avancer dans les coups de cœur et les coups de gueule. Benjamin, sur une demande de Bruno Le Maire. Oui, alors c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur. J'aime bien faire ça de temps en temps quand on me pose la question. J'appelle ça un coup d'éclairage. Un coup d'éclairage sur les propos de Bruno Le Maire dimanche midi sur BFM, où il appelait effectivement tous les chefs d'entreprise, toutes les entreprises, à augmenter pour ceux qui le peuvent les salaires. Donc là, je me suis dit, c'est quand même plutôt pratique quand on est ministre de l'économie. Donc je vais dire, voilà, ce serait bien que tous les salariés de Sud Radio soient doublés à compter du mois prochain. Je pense que ça ferait plaisir, mais quelle est ma capacité, moi, à dire cela? Donc c'est la question que je me suis posée en écoutant Bruno Le Maire. Quelle est sa capacité à agir? Alors il est effectivement un incubateur d'énergie, on va dire. Il va essayer d'inciter. Il y a des grands groupes qui ont fait le job parce qu'ils ont des réserves, parce qu'ils ont eu des résultats et donc ont pu déjà augmenter les salaires de 4,5%, voire 5%. C'est une réalité. Mais fort est constaté, on n'a qu'à aller voir en Occitanie le tissu économique. On voit bien qu'il y a des entreprises qui ont des marges qui s'amenuisent parce qu'ils n'ont pas souhaité répercuter la hausse des matières premières. Ils n'ont pas souhaité répercuter la hausse de l'ensemble des frais inhérents à leur activité. Et donc aujourd'hui, s'ils veulent augmenter les salaires, c'est soit en tapant dans la trésorerie, soit en augmentant les prix, donc en recréant une spirale inflationniste. Donc il y a une solution, mais ça pour le coup, il faudrait que Bruno Le Maire nous explique s'il est à même de vouloir le faire. Banco pour l'augmentation des salaires, mais banco pour la baisse des charges en face. Voilà. Tout simplement. Il faudra faire des économies sur la dette. Il faudra faire en sorte que l'État ne vive plus avec 3 milliards de dettes. Il faudra faire en sorte, comme le disait votre invité à 8h15, effectivement faire en sorte que, on réduise beaucoup de postes budgétaires, qu'on vérifie quelles sont les missions régaliennes de l'État. Il faut qu'on regarde la situation en face. Fillon l'avait dit il y a quelques années. Malheureusement, il avait raison. Donc aujourd'hui, banco, on augmente les salaires, mais banco, monsieur le ministre, mettez une baisse de charge en face. Ça sera vertueux. Alors, en fait, c'est très démago de renvoyer le mistigris aux chefs d'entreprise. Ça peut être un élément rassurant, c'est-à-dire, allez, augmenter les salaires, ça va aller mieux, il y a du psychologique. Mais c'est quand même facile de dire. Oui, c'est très facile. C'est quand même facile de le dire, quoi. Voilà. Allez, on va s'arrêter parce qu'on doit faire la pause de 9h30. On ira avec vous, Régis, sur votre coup de gueule pour terminer le tour de table et ensuite on débattra des 3 sujets, si on y arrive, si on a le temps, sur le drapeau européen, la lutte contre la fraude, justement, et ce 8 mai d'Emmanuel Macron, un peu solo, paraît-il, un peu coincé derrière des rangées de CRS pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillon. Et avec Régis de Castelnau, Alexandra Spinner, Alex Darmon, Benjamin Cauchy, on en était au tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Comme promis, Régis, on termine ce tour de table avec vous, avec un coup de gueule contre Éric Dupond-Moretti au sujet de l'affaire du fonds Marianne.
Oui, alors rapide, hein, je tape sur mon garde des Sceaux, hein, bon, c'est normal, j'appartiens à cette sphère-là. Il a été interviewé sur, je sais plus sur quelle chaîne. Le garde des Sceaux a dit « Je ne suis pas au courant de cette affaire ». Alors ça, je sais en pratique que c'est un mensonge total. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une affaire signalée. Il y a quelqu'un à la chancellerie qui est chargé de suivre ces dossiers, qui peuvent mettre en cause, excusez du peu, un ministre, et il vient nous dire « Je suis pas au courant ». C'est une façon de se moquer du monde, qui est pas éloignée pour le professionnel que je suis du bras d'honneur sur les bancs de l'Assemblée. C'est bien sûr que si qu'il est informé. Et il se trouve, alors ça c'est sur le fond, mais on va pas en parler aujourd'hui. Il se trouve que cette affaire est un vrai scandale. Scandale d'État, j'en sais rien, mais c'est un vrai scandale. Il y a des problèmes pénaux. Pour l'instant, la justice ne bouge pas. Et cette phrase qu'il est venu proférer sur un plateau augure mal de ce qui va se passer dans la suite. Voilà, c'était. Je trouve que là, il vient colmater. Et puis, ou peut-être c'est peut-être mauvais signe pour Madame Schiappa, c'est qu'il refuse d'en parler parce qu'il sait ce qu'il y a dans le dossier, justement, en prétendant qu'il ne le sait pas. De toute façon, il n'a pas le droit d'en parler. Excusez-moi. Ouais. Je comprends pas. Non, mais pas ce coup de gueule auprès d'Éric Dupond-Moretti, même s'il était au courant, ce qu'on ne sait pas. Et peut-être qu'il est au courant. Vous avez raison. De toute façon, en tant que garde des Sceaux, séparation des pouvoirs, il n'a pas à commenter cette histoire. Non, séparation des pouvoirs. Il est membre de l'exécutif. Il est le patron. Mais s'il en parlait et qu'il disait qu'il était au courant, vous diriez quoi ? Non, mais attention, faut pas. Non. Ça, c'est une manœuvre déloyale. Je dis pas qu'il devait en parler. Je dis qu'il ment quand il dit qu'il n'est pas au courant. Il aurait pu dire tout à fait, écoutez, voilà, la justice est saisie, elle va faire son travail, elle est frappée du secret de l'enquête, de l'instruction s'il y en a une, etc. Je dois rappeler quand même que dans l'affaire de ce parlementaire, successeur de monsieur Thierry Solaire, consommateur de drogue à qui il proposait à son fils, il y a eu des informations le concernant d'une enquête préliminaire qui lui ont été transmises par la chancellerie. Quand il s'agit de violer le secret professionnel, il n'y a pas de problème. On va pas tout mélanger dans tous les dossiers. Je rappelle qu'ensuite, sur cette affaire, classement sans suite, comme par hasard, alors qu'il a tout avoué, le parlementaire en question, mais il est toujours sur son poste de l'Assemblée, il n'y a aucun problème. Non, monsieur Dupond-Moretti n'avait qu'une chose à dire, effectivement, dire « je ne peux pas vous parler de ce dossier couvert par le secret de l'enquête ». Point terminé. Non, je suis pas au courant, tu parles. Allez, on va continuer. Moi, je voulais juste faire un petit coup de cœur à Yannick Aleno avec cette interview qu'il a donnée hier dans Le Parisien concernant donc la création de l'association au nom de son fils Antoine Aleno pour déjà aider les familles de victimes de drames routiers, de personnes qui sont tuées par un chauffard. Je rappelle qu'Antoine avait été tué dans les rues de Paris il y a tout juste un an par quelqu'un qui conduisait une voiture volée sous emprise d'alcool et de stupéfiants, donc la totale. Et il se bat également, c'est un vrai sujet qu'on pourrait évoquer également autour de cette table, pour faire évoluer la loi et instaurer un délit d'homicide routier. Autrement dit, considérer que quelqu'un qui prend des drogues de manière régulière et qui prend le volant se retrouve avec en quelque sorte une arme entre les mains. Oui, c'est criminel. Et c'est quelque chose, c'est une circonstance aggravante, mais pour l'instant qui reste là. Et surtout la prise en charge des familles. Il raconte que lui, il a été beaucoup aidé, mais pour en avoir croisé des personnes et des familles de victimes de délits routiers, c'est vrai que c'est un long combat en solitaire et absolument abominable. Voilà. C'était, allez voir l'interview de Yannick Aleno, d'une grande pudeur et d'une grande noblesse. C'est assez sidérant. On revient à nos moutons, si j'ose dire, par rapport à nos sujets du jour. Vous voulez commencer par quoi? La fraude contre les ultra-riches, des ultra-riches ou les drapeaux européens? Le drapeau européen. Ça vous plaît? Moi, ça me plaît beaucoup, parce que ça montre à nouveau la déconnexion totale. On rappelle vite fait le... Oui, alors on a un député qui a proposé une loi pour imposer le drapeau européen sur le fronton des mairies de France. Alors franchement, là, on est dans la caricature de la déconnexion des macronistes face aux préoccupations des Français. Enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez vraiment que les Français se lèvent le matin en se disant « mais est-ce qu'on va voir le drapeau européen sur le fronton de nos mairies ?» Florian Philippot doit le faire. Oui, sans doute. Mais de plus... Il y a 32 000 mairies, donc ça fait quand même 32 000 drapeaux. 32 000 mairies. Je rappelle quand même que le MoDem... Je cherche sur la mienne... Parti quand même profondément européen. Oui. Les députés ne l'ont pas voté, cette proposition de loi en commission.
franchement, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un sujet? La France est déjà tellement fracturée. On sort complètement essoré du débat sur la réforme des retraites. Ils ont voulu relancer le conflit école privée, école publique. Maintenant, cette histoire de drapeau européen n'a fait au fond que rappeler à certains maires qui ne le savaient pas que ça n'était pas obligatoire. Franchement, arrêtons de diviser les Français. Arrêtons. Mais est-ce que ça les divise ou est-ce que ça montre la division de la majorité, Alex? Non, mais peut-être, mais ça montre surtout la déconnexion. Alex Darman. Moi, c'est terrible parce que je vais aller dans le sens d'Alexandra, mais alors, je vais être encore plus radical. J'en ai rien à faire. Voilà, c'est tout. C'est lunaire. On peut le mettre ou ne pas le mettre. On peut poser la question, faire une proposition de loi et tout, mais franchement, je m'en fous, mais complètement. Est-ce que ça mérite une proposition de loi? Ça peut mériter une proposition de loi, j'en sais rien. Je peux comprendre que dans la période actuelle, on se dise que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça peut intéresser certains parlementaires de dire qu'il faut rattacher l'Europe, dire qu'on appartient à un peuple européen. Il n'y avait pas une histoire de drapeau dans les salles de classe aussi, non? À un moment donné, il n'y avait pas eu ça. On a tout eu. Régis, d'un mot, l'histoire du drapeau, ça vous plaît aussi? Un mot. J'aurais tendance à dire je m'en fous, mais parce que c'est pas un sujet et je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de venir me poser ça maintenant? Non, je vais ajouter. Parce qu'il y a des élections européennes l'année prochaine, peut-être. Je sais pas. Voilà, je vais ajouter un petit aspect technique. Bon, je sais d'où je parle. Je suis personnellement et depuis très longtemps eurosceptique, mais ce que je rappelle, c'est que en 2005, il y a eu le traité constitutionnel européen qui a été rejeté largement, 55-45, etc. Et dans ce traité, il y on le drapeau européen sur les frontons des bâtiments officiels. Oui, c'est vrai. On a ensuite fait le traité de Lisbonne, qui était une ressucée du traité constitutionnel européen, sauf que le drapeau n'y était pas. Alors, je veux dire, on a payé cher, et à mon avis, on le paye toujours, ce qui s'est passé en 2005 et les conséquences de ce déni de démocratie. Aujourd'hui, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Je suis entièrement d'accord. Après, ça n'a pas créé la guerre civile entre... Et je suis d'accord. Moi, si il se trouve une majorité de parlementaires pour dire qu'il faut le faire, ça m'empêchera pas de dormir. On en parle plus aussi parce qu'à l'intérieur même de la majorité, ils sont pas tout à fait... Enfin, il y a un droit... Le MoDem ne l'a pas voté. Oui, c'est vraiment un parti profondément européen. C'est même le socle de tout ça. Du coup, c'est aujourd'hui, c'est ça? Donc ça va être décidé aujourd'hui pour... c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. C'est la journée de l'Europe, effectivement. Avec un tour de France des initiatives qui sont menées sur le sujet. Allez, parce que l'heure tourne et je voudrais qu'on aborde quand même ce sujet de la lutte contre la fraude fiscale. Beaucoup de choses ont été dites avec Gabriel Attal et son interview donnée dans les colonnes du Monde avec le gouvernement qui veut faire donc payer plus les ultra riches avant de s'attaquer aussi à la fraude sociale. C'est le deuxième volet qui sera présenté. Est-ce que c'est pas un message qu'on entend, on va dire, de manière récurrente, répétitive, de vouloir s'attaquer à l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale? Alors je vais faire tourner la table. Benjamin. Oui, alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale. Si on parle d'optimisation fiscale, c'est clairement voulu et souhaité et légiféré par l'État et les parlementaires. L'optimisation fiscale, c'est par exemple, je déduis, moi en tant que particulier, un certain montant de mes revenus que je place sur un plan d'épargne retraite. Ça me permet d'avoir une déduction fiscale. Je viens d'optimiser fiscalement mes revenus. J'ai acheté un appartement en locatif, j'ai des loyers, mais en échange, j'ai fait des travaux, donc j'ai du déficit foncier. Je viens d'optimiser fiscalement ma fiche de paie. Donc, lorsque l'on parle de recherche d'optimisation fiscale, c'est clairement schizophrénique, puisque c'est l'État qui, par des dispositions du Code général des impôts ou par des dispositions du Code civil, permet certains assouplissements pour faciliter la transmission du patrimoine ou l'optimisation fiscale. Mais après que si le on ministre... parle d'évasion fiscale maintenant... Ah oui, parce que quand il dit qu'il faut que les ultra-riches et les multinationales qui fraudent l'impôt... C'est purement démagogique. Non, on parle de fraude. Mais c'est démagogique. C'est purement démagogique. C'est purement démagogique. Et pourquoi? Mais parce que l'optimisation fiscale est gérée par l'État. Non, on parle d'évasion fiscale. On parle d'évasion fiscale. On me fait signe que là, on ne peut plus déborder. Donc, on va se faire une toute petite parenthèse et on va enchaîner sur ce sujet qui nous passionne tous parce qu'effectivement, ça concerne le budget de l'État. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie d'Alexandra Spinner, Régis de Castelnau, Alex Darmon, Benjamin Cauchy, on en est donc aux déclarations de ce plan pour lutter contre la fraude fiscale présenté par Gabriel Attal hier et encore ce matin. Premier volet, notamment pour s'attaquer à cette fraude. Alors je lis les fraudes, les sanctions notamment à l'égard des gros fraudeurs pour les fautes les plus graves, les dissimulations d'avoir à l'étranger. Le gouvernement songe, nous dit-on, à une sanction d'indignité fiscale et civique sous la forme d'une privation de réduction au crédit d'impôt ainsi que du droit de vote pendant une durée à définir, a expliqué le ministre. Il travaille avec ça, avec le garde des Sceaux. On pourrait aussi avoir l'apparition de travaux d'intérêt généraux, comme par exemple repeindre le centre des impôts de sa ville qui serait à l'étude. Il y a 1500 agents recrutés, une brigade d'élite contre l'évasion fiscale également qui va être créée. C'est une façon de répondre, Régis, à la grogne suite à la réforme des retraites. Oui, évidemment, parce qu'il y a une grosse part de démagogie. J'ai entendu ce que disait Benjamin sur la différence entre optimisation et fraude. Évasion. D'accord ? Sauf que évasion ou fraude, c'est justement le fait de franchir cette limite qui vous expose à être poursuivi pour fraude. Oui. Je vais prendre un petit exemple. Parfaitement au hasard, mais vraiment tout à fait au hasard. C'est une grande entreprise qui a des marchés de l'État, des marchés de conseil, etc., qui aide un candidat à la présidence de la République à être élu, qui lui met à disposition du personnel, etc., et qui ensuite bénéficie de marchés tout à fait considérables qui s'appelle McKinsey. Et McKinsey, on s'aperçoit que depuis 10 ans, McKinsey ne paie pas d'impôt sur les sociétés, le McKinsey France, parce qu'elle fait tout remonter au siège qui est à l'étranger, et que par conséquent, elle ne fait pas de bénéfices. C'est une fraude évidente, les remontées de frais de siège, et il a fallu un scandale, il a fallu une campagne de presse, il a fallu qu'il y ait une pétition de magistrats demandant qu'on ouvre une procédure pénale qui va pas bien vite. C'est ça la fraude fiscale, c'est contre ça qu'il faudrait lutter, et là, la passivité dans le contrôle venait d'où ? Venait de Bercy, excusez-moi. Ils ont fini par se réveiller au bout de 10 ans, alors qu'ils savaient parfaitement que McKinsey se moquait du monde. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Donc, oui, je pense qu'il y a une part de démagogie, et quand on vient dire, oui, alors il faudra aller repeindre, on se moque du monde, la vraie fraude fiscale, elle porte sur des milliards, c'est de l'évasion, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une perquisition, je crois que c'était au Crédit Lyonnais il y a pas très longtemps, y compris avec des magistrats allemands qui sont venus. Oui. Et c'était en fait des systèmes, des petites manipulations qui consistaient à vendre ses actions la veille des déclarations de bénéfices pour les racheter ensuite. Enfin, je me rappelle plus exactement la technique. Donc, c'est de ça qu'il faudrait parler. Si on veut s'attaquer aux super riches, c'est bien cela. Oui, Alex Darmon sur le sujet. Pour le coup, sur l'histoire des actions, c'est un vide juridique, Régis, je crois. Moi, je trouve que cette histoire, enfin, ce fait d'actualité est intéressant parce que d'abord, c'est la première fois depuis la réforme des retraites qu'on parle d'autre chose que la réforme des retraites dans l'actualité politique. Donc, c'est une petite fenêtre pour le gouvernement pour essayer de faire un pas de côté. Et je pense qu'il faut aussi l'analyser comme ça, de se dire, même si c'est de la démagogie, peut-être, en tout cas, ils arrivent à décentrer le sujet, à dépivoter l'actualité sur un nouveau sujet. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans cette histoire, c'est le champ sémantique. On parle d'ultra riches. C'est-à-dire qu'on va aller taxer, vous savez, on entend beaucoup ce mot ultra en ce moment, ultra riche, ultra droite, avec la manifestation qui a eu lieu samedi dernier. On a l'impression qu'on veut les culpabiliser, ces riches, ultra riches, avant même de raconter ce que l'on va faire. Et la vérité, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va lutter contre la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est quand vous êtes en dehors des clous. C'est pas de l'optimisation fiscale, comme vous l'avez dit, Benjamin, c'est de l'évasion fiscale, à mon sens. Après, je suis pas ministre du budget, en tout cas pas encore. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer de lutter contre cette évasion fiscale. Et donc, on va essayer de mettre en place un nouveau système, et ça peut être que louable. Que louable, si on arrive à le faire. Je dis pas qu'on va réussir à le faire, mais on nous parle de recruter 1000 agents économiques pour aller lutter contre 1500. Après avoir quand même dégraissé considérablement les effectifs de Bercy, mais moi, tous les cas, des gens dans les trésoreries, etc. Il faut les trouver,
Il faut les trouver, ces personnes qui ont les capacités d'aller contrôler et d'aller. C'est des gros dossiers. Hein. C'est des très gros dossiers. Après, on nous dit aussi qu'il va y avoir une part de l'intelligence artificielle qu'on va mettre au service de cette lutte contre la fraude fiscale. Bref, c'est un vrai chantier qui s'ouvre aujourd'hui au gouvernement. Et s'ils y arrivent, même si c'est démagogique, moi je suis pour. Il y a un moment donné, il faut qu'on aille chercher l'argent. Ça fait des mois qu'on répète, allez taxer les riches. Pour une fois que le gouvernement écoute, pour une seule fois, qu'il écoute en face qu'on dit, s'il y arrive et qu'il le fait vraiment, c'est intéressant à regarder. Alexandra, je voudrais qu'on fasse tourner la parole. Rapidement, moi ce que je constate quand même, c'est que évidemment qu'on est tous d'accord, il faut un plan de lutte contre la fraude fiscale. Moi ce qui me gêne, c'est quand même la désignation à la vindicte des ultra-riches. La fraude fiscale, elle concerne tout le monde. Donc oui, effectivement, il faut de façon très radicale s'attaquer à ce fléau. Je constate quand même que la fraude sociale appartient à un deuxième volet. Donc il y a quand même quelque chose de très démagogique dans cet ordre d'attaque. J'ai constaté aussi qu'il n'y a pas une seule fois le mot TVA. Hein, la TVA, on n'en parle absolument pas. Je crois que c'est 25 milliards. 25 milliards d'euros de fraude. Bon, voilà. Donc on voit bien quand même que c'est une démarche éminemment politique. Alors oui, c'est formidable. Elle a le mérite d'exister, comme dit. Elle a le mérite d'exister. Et évidemment, on la salue tous. C'est pas le sujet, mais c'est très démagogique. Voilà. Ça fait Gabriel Attal qui parle des ultra riches. Pourquoi ? Parce que effectivement, tout le monde accole voilà pour les Français. Les macronistes, c'est un gouvernement au service des riches et donc il veut faire une manœuvre pour le faire oublier. Allez, il nous reste 5 petites minutes pour terminer, essayer de se mettre tous d'accord avec les images que l'on a vues du 8 mai d'hier, donc cette journée de commémoration du 8 mai 45 avec Emmanuel Macron à la fois sur les Champs-Élysées désert. Image, juste, je fais une parenthèse comme ça, qui a beaucoup étonné la jeunesse qui s'intéresse aussi encore avec ceux que j'ai croisés, qui était très très surpris de voir ces images-là. Et puis la petite phrase également prononcée du côté de Lyon au moment où il rendait hommage aux résistants, à Jean Moulin, etc., sur le rôle de la République, une sorte de réponse à Jean-Luc Mélenchon. Alors, comment vous les avez, Régis, comment vous les avez vécus et comment vous voyez ce 8 mai 2023, ces célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale? La symbolique des images que j'ai vues, hein, c'est-à-dire que il y en a plusieurs. Il y a les Champs-Élysées vides, il y a la place de l'Étoile avec un grand écran où il y a le visage d'Emmanuel Macron dur et sans personne. Il y a ensuite son arrivée, son départ de Lyon. C'est meurtrier. Moi, j'ai été me balader sur les réseaux au plan international. Je veux dire que c'est impressionnant la façon dont c'est répercuté, hein, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Je pense que c'est meurtrier pour lui. Je comprends pas que on se soit lancé là-dedans. L'image, et en particulier, je pense à celle des Champs-Élysées, je le répète, elle est meurtrière. Moi, hier, il nous reste 4 minutes. C'est un petit peu horrible. Hein. Ouais. Non, mais Alex. les images, je suis d'accord avec Régis, elles sont terribles, ces images. Il aurait mieux valu qu'il y ait des Français qui viennent avec des casseroles, qui fassent du bruit sur les Champs-Élysées pendant que le président... L'idée originale. Non, mais vraiment, ça aurait été beaucoup plus fort. Il aurait montré ce qu'il répète depuis des semaines, qu'on est en démocratie, ce qui est le cas. On est en démocratie. Mais là, après, moi... C'est bien de le rappeler, oui. Moi, je pense aussi qu'il y avait des risques, peut-être pour sa sécurité. C'est aussi pour ça que peut-être les Champs-Élysées ont été vidés. Mais juste 2 choses. Effectivement, les Champs-Élysées étaient vides, mais c'est pas vrai. Sur les images de l'Étoile, encore une fois, on fait dire ce qu'on veut aux images. De l'autre côté, vous avez la tribune avec les invités, sauf que comme l'année dernière, on montre que la tribune officielle avec les ministres. Mais de l'autre côté, rassurez-vous, Régis, il y avait du monde dans la tribune invitée, sauf qu'on montre le grand écran, effectivement, avec Emmanuel Macron et personne autour. Non. Mais c'était le cas l'année dernière. Alex, non. Non. Excusez-moi, enfin, ces images sont terribles. C'est ce que je viens de dire au début. Mais sur l'image de l'Étoile, c'est exactement le même dispositif que l'année dernière. Sur les Champs-Élysées avant, c'est vrai que les images sont terribles. Alexandra, ce qui est important, je pense, c'est de rappeler que des cérémonies patriotiques ne peuvent pas être perturbées. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Non. Ça doit être un temps de recueillement, de rassemblement et de mémoire. C'est aussi l'autre versant des images, peut-être, que l'on peut mettre en balance. C'est quand même un sujet. J'espère que ces images de ce président seul, ça va pas être le symbole de ce quinquennat.
Enfin, je veux dire, elles sont terribles. Et Aussi. moi, je crois que chaque Français se doit d'honorer la mémoire et le sacrifice de ceux à qui nous devons tout. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas parvenu à un peu d'apaisement. Voilà, une sorte de trêve, de parenthèse, pour dire nous sommes un grand pays, nous avons vaincu le nazisme et on va avancer ensemble. Pour moi, c'est d'une très grande tristesse. Oui. Benjamin. Quand on est sur Sud Radio, on sait bien que Paris, ce n'est pas la France. Donc, voilà. moi, j'ai envie de vous dire que hier, il y a eu des milliers de monuments aux morts où il y avait des mères avec avec leur écharpe, avec des anciens combattants, avec des gamins des écoles qui ont peut-être appris la Marseillaise avec leur enseignant, avec leur enseignante et qui étaient présents. Le chant des partisans. J'ai vu des images là de Montastruc la conseillère. Je suis sur la pluie de mon petit village à côté de Toulouse. Bah bravo aux maires. Il y avait une trentaine de personnes avenue Castelnau à Montastruc la conseillère. C'est The Place to Be, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc mon cher Benjamin, je connais bien Montastruc. Mais bien sûr. La conseillère, c'est pas Montastruc, c'est la conseillère, absolument, c'est la nationale au nord de Toulouse. Exactement. Voilà, donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc effectivement, il y a un problème d'incarnation peut-être et d'image terrible pour Emmanuel Macron. Mais alors ces milliers d'images sur les réseaux sociaux, dans les villages, de voir des petits bouts de choux et des gens de tout âge aller encore honorer nos aînés qui nous ont sauvés, ben c'est la plus belle image qu'on doit retenir, je pense. Voilà. Ce qui augure quand même des épisodes prochains de déplacement du président de la République, va être compliqué. Et il y a les Jeux Olympiques dans un an, je le précise. Et la Coupe du Monde de rugby. Donc, mais il se déplacera peut-être moins, le président de la République, dans la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est pas tout. Ce que dit Benjamin est très juste. Dans le pays, et moi j'avais été surpris. Dieu sait, Montastruc la conseillère, donc mon arrière-grand-père y est enterré, mes grands-parents le sont, une de mes sœurs l'est, donc c'était attache familiale forte là-bas. Mais oui, il y a du patriotisme qui existe encore, et le centenaire de la guerre de 14 l'avait montré. Hein. Le problème, c'est pas celui de l'absence de patriotisme à Paris. Le problème, c'est Emmanuel Macron aujourd'hui. La crise politique qu'on traverse, le déficit de légitimité qui le frappe, et sa difficulté, sinon son incapacité, à gérer cette conflictualité-là. Je crois que c'est ça le problème. C'est une faute politique. Il y a un vrai décalage. Pour moi, c'est une faute politique de son service de communication, oui. Ouais. Pour moi, c'est une faute politique. Parce que vous ne devez pas, le 8 mai, qui est le jour le plus important, fermer les Champs-Élysées. Donc oui, les images sont terribles, je suis d'accord avec vous. Mais après, encore une fois, je le répète, on verra le 14 juillet, parce que là, le 14 juillet, c'est quand même l'enjeu. C'est le gros enjeu. Après, vous pouvez pas fermer. Oui, le 14 juillet, c'est dans. J'ose espérer que le président. Enfin, j'espère qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient vraiment des risques, et ce qui est normal, des risques sur la santé du président de la République, et qu'ils ont dit on ne veut pas prendre le moindre risque. Si c'est simplement. Enfin, vous avez moyen de contrôler l'accès aux Champs-Élysées. Franchement, honnêtement, je sais pas, parce que je pense que c'est assez compliqué. En tout cas, s'ils l'ont fait, j'ose espérer que c'est pour ça. De protéger le président de la République. Si c'est que parce qu'ils voulaient pas entendre la contestation, c'est une faute politique. Allez, on n'aura pas le temps d'évoquer tous les sujets. On y reviendra sans doute demain après l'interview de Marine Le Pen ce matin. On voulait savoir si les uns et les autres vous pensiez qu'elle pouvait devenir présidente de la République. C'est une des questions que l'on posait. On y reviendra bien évidemment sur Sud Radio. Merci à tous les quatre. Bonne journée. Merci. Je vous dis à demain, et dans un instant on se retrouve avec Gilles Gansman pour les médias, et on reçoit Sébastien Follin. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.